Promoteur tenace des arts et de l'histoire, il a farouchement défendu la souveraineté culturelle du Québec dans le premier gouvernement Bourassa. Monsieur Hardy, bonjour. Bonjour. Monsieur Hardy, vous avez connu deux chefs, deux premiers ministres, M. Lesage et M. Bourassa. Quelles étaient vos relations avec l'un et l'autre? C'était bien différent. D'abord, M. Lesage appartenait à une autre génération que la mienne. Et M. Lesage était déjà ministre à Ottawa quand j'étais au collège. Alors, c'est évident. Tandis que Robert Bourassa on était de la même génération. Il était un peu plus vieux que moi, mais on était de la même génération. J'ai été député avant lui. Et la première fois, de 65 à 66, quand j'étais député, lui était secrétaire de la commission Bélanger. Il venait souvent à Québec et on retournait par le train à Ottawa. Et je me rappelle très bien qu'il m'avait dit à ce moment-là, « Moi aussi, je voudrais devenir député. » Et quand il a décidé de se présenter au Congrès en 70, il m'a appelé, il m'a dit, j'étais probablement parmi les premiers appelés pour me demander de l'appuyer. Ce que j'ai fait avec grand plaisir. Alors, les relations étaient beaucoup plus faciles avec Robert Bourassa. J'ai souvent discuté. On n'avait pas le même tempérament. On était passionnés par la politique, mais lui qui était très souple, et moi j'étais plus rigide, alors on a divergé d'opinion très souvent avec M. Bourassa et moi-même. Mais j'ai un grand respect pour Robert Bourassa, entre autres son respect. Il ne m'a jamais appelé pour me dire « Denis, tu devrais... » il m'a toujours laissé entière liberté. Et bien sûr que je respectais la politique générale du gouvernement, mais sur des décisions comme le couvent des Sœurs Grises ou d'autres décisions, il m'a toujours respecté. Et je vais vous donner un exemple. Pendant la réception à l'inauguration de l'aéroport de Mirabel, où se trouve un grand nombre d'invités, dont le premier ministre du Canada, M. Trudeau, et M. Bourassa aussi. Alors, M. Bourassa vient me trouver et il me dit, il n'y aurait pas moyen, là, on était au paroxysme de la guerre, entre autres, c'est sur la Côte-Nord que ça se posait. Pierre me demande s'il n'y aurait pas moyen. J'ai dit non, il n'est pas question qu'on abdique de quelque façon que ce soit. C'est ça la position du Québec. Ah, il dit correct. Je vais retourner dire à Bourassa, à Trudeau, que je viens de parler au ministre des Communications et il me dit que sa proposition n'est pas acceptable. Alors, que ce grand respect de la décision d'un ministre, d'un de ses ministres, j'ai toujours gardé un profond respect pour Robert Bourassa. Vous étiez du même âge ou à peu près, et physiquement, plusieurs vous confondaient aussi l'un par rapport à l'autre. Est-ce que ça a donné lieu à des situations j'avais cocasses? une certaine ressemblance. C'est le problème, ça, c'est pas un véritable problème. Mais je vous ai dit tantôt que j'ai participé à la campagne au leadership. J'étais favorable, j'appuyais Robert Bourassa et on tenait des assemblées avec les délégués et j'arrivais souvent avant lui à l'assemblée et les gens pensaient que c'était Robert Bourassa qui arrivait. Surtout à cette époque-là, j'étais plus mince, je ressemblais encore davantage à Robert Bourassa. Il y avait eu un camp de jeunes libéraux à Sainte-Agathe et après la clôture du camp, M. Bourassa c'était en été, M. Bourassa avait décidé d'aller serrer la main des gens qui étaient sur la plage au lac des Sables, et avec ses gardes-corps, bien sûr. Et j'accompagnais, j'étais peut-être distancé un peu. Les gardes-corps m'avaient confondu à un moment donné avec Robert Bourassa. Ça ne m'a jamais posé de problème, sauf que j'étais un peu agacé quand un journaliste avait dit que je faisais exprès, je faisais du mimétisme, que je m'appliquais à ressembler. J'ai jamais rien fait pour me changer, pour ne pas ressembler à Robert Bourassa, mais j'ai jamais rien fait non plus pour ressembler à Robert Bourassa. J'étais tel que j'étais et je restais tel que j'étais.
Aux affaires culturelles, quelle autre réalisation dont vous êtes particulièrement fier? Bien, dans le domaine du patrimoine, je vous ai dit que j'avais accordé beaucoup d'importance au domaine du patrimoine et j'ai mené des luttes contre des... Ça ne paraît pas toujours, mais par exemple, je vais vous mentionner le problème du couvent des Sœurs Grises sur le boulevard Dorchester. J'ai dû me lutter très fort contre, je me rappelle encore, comme si c'était hier, de cette... J'avais presque été pris en otage dans une suite du Reine-Élisabeth avec des avocats libéraux, des ingénieurs et des architectes qui me montraient comment tout ce qu'on ferait en démolissant les Sœurs Grises, tout ce qu'on ferait d'extraordinaire, de très beau, de magnifique. Alors, je dois reconnaître que jamais M. Bourassa a dû sûrement recevoir des appels ou même des visites de certains promoteurs, mais jamais M. Bourassa m'a essayé de m'influencer. J'ai toujours dit non à la démolition. Et pendant que je recevais la provinciale des Sœurs Grises avec son comptable pour me demander parce que, comme ministre des Affaires culturelles, comme le couvent des Sœurs Grises, ce couvent était classé pour le démolir, il fallait que le ministre donne la permission. En même temps, des petites sœurs grises sans grade de Verchères, par exemple, venaient me trouver et me disaient « Ne dis à personne que nous sommes venus, mais pour l'amour du bon Dieu, Monsieur le ministre, ne permettez pas de démolition de notre couvent. Vous savez, notre provinciale demande ça, c'est parce qu'elle est mal conseillée. » Alors, les sœurs sans grade, les sœurs ordinaires, demandaient au ministre de ne pas... j'ai lutté beaucoup, ça. Il y a Cataraqui aussi. Cataraqui n'était pas classé comme tel, mais faisait partie de l'arrondissement de Sillery, de l'arrondissement historique de Sillery. Donc, un promoteur avait acheté le domaine de Cataraqui et l'avait fait subdiviser. Il voulait y construire des maisons individuelles sur tout le domaine. Et je trouvais ça épouvantable, ce domaine qui est magnifique, tous les gens qui ont eu l'occasion de visiter ce domaine reconnaissent la beauté des lieux. Et j'avais décidé de m'allier le ministre des Finances, Raymond Garneau, le ministre des Finances est quand même plus pesant au Conseil des ministres que le ministre des Affaires culturelles. Et je connaissais assez bien Raymond Garneau, je connaissais ses goûts. Le patrimoine l'intéressait, mais surtout, je lui avais dit que tu ne penses pas que ça ferait une excellente résidence pour un premier ministre? Que Cataraqui, il dit, tu connais Robert ne voudra jamais accepter cette idée. Mais Raymond Garneau avait... Et finalement, j'avais refusé d'accepter et le projet du promoteur était tombé à l'eau et Cataraqui existe toujours. On n'avait pas besoin de le classer parce qu'il faisait déjà partie d'un arrondissement historique. Et une des réalisations dont je suis très fier dans mon comté, c'est l'île des Moulins, l'île des Moulins à Terrebonne, que tout le monde connaît. Là aussi, ça a été très dur, mais avec la collaboration du député fédéral et du maire, surtout du conseil municipal de la ville de Terrebonne, mais que de lutte on a dû, contre le propriétaire, et il y aurait tout un chapitre à écrire que j'écrirai peut-être un jour sur l'île des Moulins. Mais aujourd'hui, je suis très fier de cette... Alors, il y a eu ces réalisations. Il y a la loi du cinéma dont on parlait depuis M. Lapalme et la première loi du cinéma au Québec que j'ai fait adopter comme ministre des Affaires culturelles. Et d'ailleurs, une des conditions que j'avais... Une des conditions, c'est un peu prétentieux de ma part, mais j'avais dit, quand M. Bourassa m'a demandé de quitter les affaires culturelles, dont on parlera peut-être plus tard, pour aller aux communications, je lui avais demandé deux choses, d'être adjoint au leader parlementaire et que la loi sur le cinéma qui était rattachée au ministre des Affaires culturelles s'en vienne aux communications. Parce que cette loi que je venais de faire adapter, je voulais la mettre en application. Vous en parlez. Comment s'est fait ce passage-là des affaires culturelles aux communications? Bien, c'était au moment de la guerre du câble. Un jour, M. Bourassa me fait venir, un jour d'été, dans le mois de juillet, fin juillet, à l'extérieur, là où
dans ces quartiers d'été, où il me dit, écoute, c'est rendu intenable. Jean-Paul Lallier, qui était ministre des Communications à Québec, et Gérard Pelletier, qui était ministre des Communications à Ottawa, ne se parlent plus. Alors, il faut vraiment débloquer la situation. Alors, tu vas aller aux communications et alors, pour renouer le dialogue. Et en même temps, alors, aux affaires culturelles, j'aimais bien ça. Aux communications, c'était plus technique, hein, sauf la guerre du câble, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y a la loi du cinéma, en amenant la loi du cinéma. Et à Ottawa, presque au même moment, Mme Sauvé a succédé à Gérard Pelletier. Alors, Mme Sauvé, un jour, m'appelle et me dit, bon, il faudrait vraiment régler cette question, c'est ridicule. Là. Alors, Mme Sauvé me dit on va avoir une rencontre, on va aller à Québec je vais aller à Québec avec les fonctionnaires, puis on va discuter pour trouver une solution. Mais avant, la rencontre avait lieu le lendemain avec les fonctionnaires, mais la veille, Mme Sauvé, qui était au Château Frontenac, m'invite à aller prendre le thé avec elle pour qu'on discute seul de la question, qu'on discute surtout sur le plan politique. Et on avait convenu d'une entente. Mais le lendemain, l'entente entre les deux ministres, les hauts fonctionnaires de Mme Sauvé, on disait non. Et son sous-ministre, entre autres, je ne me rappelle plus du nom du sous-ministre, il n'en était pas question. Alors, c'est les tribunaux qui ont finalement décidé de la question. Et cette bataille perdue, est-ce que ça a ébranlé vos convictions fédéralistes? Bien, ça a ébranlé. Depuis toujours, c'était Mais malgré toutes ces défaites, je suis toujours demeuré fédéraliste parce que je considère qu'à long terme, le fédéralisme demeure la meilleure solution à tout. Non pas qu'il n'y a pas d'avantage, qu'il n'y aura pas d'avantage à la souveraineté du Québec, mais encore un peu comme le mode de scrutin, si on met des avantages que l'indépendance ou la souveraineté du Québec aurait et des avantages qu'elle aurait, je considère que les désavantages l'emportent sur les avantages. Dans les instances politiques, M. Hardy, il y a ce qu'on appelle le caucus des députés où il se prend la majorité des décisions, enfin, où le député a beaucoup d'influence. Comment ça se passait, vos relations avec vos collègues? J'ai toujours assisté à tous les caucus. Mais quand j'étais ministre des Affaires culturelles, j'avais une certaine difficulté parce que comme ministre des Affaires culturelles, ma clientèle était en grande partie souverainiste. C'est-à-dire quand je dis clientèle, je dis les gens à qui on accordait des bourses, que ce soit des chansonniers, que ce soit des gens de théâtre. Et beaucoup de députés libéraux, plus fédéralistes, me reprochaient vivement d'accorder des subventions à des péquistes. Mais je leur disais, qu'est-ce que voulez-vous, si le ministère des Affaires culturelles n'accorde pas de subventions à certains péquistes, aussi bien fermer le ministère. Alors, mais ça causait des frictions. Au Conseil des ministres, les décisions se prennent par consensus, semble-t-il. Oui. Est-ce que ça, c'était difficile pour vous? Non, le fait que ce soit pour consensus, c'est dans la tradition. Ce que j'ai le plus déploré, c'est qu'avant d'être membre du Saint des Saints, avant d'être membre du Conseil des ministres, je pensais qu'il y avait de grandes discussions, qu'on discutait des grands sujets. Et à mon arrivée au Conseil des ministres, j'ai constaté que ces grandes discussions, la plupart du temps, n'avaient pas lieu. Chaque ministre, il y avait une espèce d'entente tacite entre les ministres, et chaque ministre disait « je n'interviendrai pas sur les dossiers de mon collègue, et lui n'interviendra pas sur les miens, donc ça va être plus facile de faire passer. » Alors, il y avait une entente tacite. Et M. Bourassa aimait bien. M. Bourassa n'aimait pas les longues discussions. C'était pas... il aimait que ça se fasse rapidement. Sauf... Alors, ça a été ma grande déception qu'il n'y ait pas ce genre de discussion-là. Il n'y avait... Mais sauf que M. Bourassa me soulageait un peu, mais dans ses fins à lui. Quand il ne voulait pas qu'une chose soit adoptée à un Conseil des ministres, il demandait à M. Coulombe. M. Coulombe venait me voir avant que la séance commence. M. Guy Coulombe, qui est encore actif dans certains comités, qui était à cette époque-là greffier du Conseil exécutif, secrétaire du Conseil exécutif, secrétaire du Conseil des ministres. Alors, il venait me voir et il me disait, M. Hardy, il me disait simplement ça, M. Hardy, regardez donc tel article
de l'ordre du jour. Ça voulait dire que M. Bourassa aimerait avoir une bonne discussion sur cet article-là. Partez donc le bal. Alors, comme de fait, moi je ne demandais rien de mieux au moins qu'on pose des questions, qu'on discute de la question, que ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Alors, là, évidemment, la discussion commençait, et dès qu'il y avait un peu de discussion, M. Bourassa disait, comme il semble ne pas y avoir de consensus, nous allons remettre ce dossier à une prochaine séance. Ce deuxième mandat du gouvernement Bourassa, 73 à 76, a été pas mal plus difficile. À quoi vous attribuez la baisse de popularité à croissante? 2 facteurs principaux. D'abord, le militantisme syndical. Les syndicats étaient très militants à ce moment-là. Et le militantisme syndical et le fait d'avoir, en 1973, 100 députés, l'Assemblée nationale était 100 députés sur 110, ça n'a pas de sens. Ça ne respecte pas la démocratie. Les gens trouvaient qu'on était trop fort et les médias ont considéré qu'ils devaient remplacer l'opposition étant affaiblie. Les médias ont été plus sévères peut-être que normalement vis-à-vis du gouvernement. Et ces deux raisons-là ont fait en sorte que... Et il y avait l'usure du pouvoir également. C'est ce qui explique à mes yeux la baisse de popularité de 1973 à 1976 du gouvernement Bourassa. Il y a eu la loi 22 sur La loi 22 a sûrement joué vis-à-vis certaines clientèles du parti traditionnel au Parti libéral, que ce soit les Italiens ou les allophones ou même les anglophones. La loi 22 était, globalement, la loi 22 était une loi très importante et manifestait de la part du premier ministre, de la part de M. Bourassa et de la part du gouvernement du courage politique. D'ailleurs, Camille Lorrain l'a reconnu lui-même lorsqu'il relativement à la loi 101, il avait dit que la loi 22 avait facilité l'avènement de la loi 101. C'était un premier pas. C'était un pas suffisant aux yeux de M. Lorrain, mais c'était un premier pas. Là où la loi 22 avait des lacunes, c'est les fameux tests linguistiques. On faisait passer des tests aux jeunes enfants pour décider s'ils allaient à l'école anglaise ou à l'école française. C'était une grande faiblesse de la loi 22. Mais globalement, la loi 22 était une loi, d'abord, ça a servi à la loi 101, qui est même si c'est le Parti québécois qui l'a proposé, même si les libéraux, à cette époque-là, ont voté contre la loi 101, avec le recul du temps, on reconnaît que la loi 101 est une excellente loi. Mais le fait qu'elle ait été mal acceptée, est-ce que ça a été un facteur influent pour la défaite? Ah oui. L'Union nationale en 1976 était sur les rangs et l'Union nationale a récolté, dans mon propre comté, beaucoup d'anglophones Rosemère me disaient « Nous allons voter l'Union nationale ». Mais je leur répliquais « En votant l'Union nationale, vous allez vous favoriser le PQ, ça fallait. » Ils étaient tellement choqués de la loi 22 que même les anglophones froids et habituellement rationnels se laissaient gagner par l'émotivité et on votait Union nationale. J'étais contre l'élection de 1976 et c'est un des nombreux points que je différais d'opinion avec M. Bourassa. M. Bourassa, la principale raison pour laquelle il a fait des élections en 1976, c'est que les sondages démontraient que le Parti libéral était en chute libre en 1976. Je constatais comme lui, c'était des faits inéluctables. Sa solution, lui, c'était de faire les élections à l'automne 1976 avant que la chute soit... Son raisonnement, c'est qu'à l'automne 1976, on pouvait peut-être encore sauver les mœurs. Moi, j'avais comme autre solution d'ouvrir 10 comtés, de faire au moins 10 élections partielles et idéalement d'en perdre 8. Ça a l'air, à première vue, ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais moi, j'étais convaincu, et je pense que je considère encore avoir raison, qu'un des principaux handicaps que nous avions, c'était d'être trop nombreux. Alors, en perdant au moins 8 comtés sur 10, là, ça deviendrait plus normal, la représentation deviendrait plus normale à l'Assemblée nationale. Mais M. Bourassa n'aimait pas ce genre de risque, ce genre alors, il aimait mieux faire des élections générales, et nous les avons perdues. Et il faut dire que le prétexte officiel de l'élection de 1976,
idéalement, sur papier, était très défendable. C'était la menace de rapatriement unilatéral de la Constitution. Et M. Bourassa voulait aller chercher un mandat clair sur cette question précise pour dire à Trudeau, voici, les Québécois s'opposent. Mais l'homme de la rue ne comprenait pas ces subtilités constitutionnelles et politiques. Il disait, 100 députés, vous voulez un mandat plus fort? Combien en voulez-vous? En voulez-vous 110? Alors, parce que l'idée, en tout cas, pendant la campagne, sur le terrain, beaucoup de gens, leur idée, c'était de réélire le Parti libéral, de ne pas réélire le PQ. D'ailleurs, les péquistes, le PQ, M. Lévesque, le premier, et beaucoup de péquistes ne considéraient pas avoir la victoire en 1976. Et les gens votaient PQ pour affaiblir le Parti libéral. Ça a donné une campagne difficile. La campagne en 1976 était très difficile. Moi, dans mon comté, d'abord, j'étais convaincu d'être battu, compte tenu du contexte, compte tenu de la démographie du comté de Terrebonne. Il y avait le cégep, il y avait la General Motors qui était très militante. Les employés de General Motors étaient très militants sur le plan syndical et la plupart étaient péquistes. Malgré cette défaite-là, est-ce que vous vouliez quand même poursuivre votre carrière politique? Oui, en 1976, après la défaite de 1976, je voulais continuer ma carrière politique. Mais les circonstances étaient plus ou moins favorables. D'abord, M. Bourassa a quitté, M. Ryan. Et M. Ryan n'était pas très favorable aux anciens, surtout aux anciens ministres. Je ne sais pas avec les députés comment ça se faisait. J'avais eu une rencontre avec M. Ryan. M. Ryan était d'accord pour que je me présente à une convention, mais je voyais que le cœur n'y était pas. Il aimait mieux d'avoir des gens nouveaux. Mais est-ce que vous avez continué à militer? Je milite encore dans le Parti libéral. Je suis encore... Ils m'ont encore comme critique. Et vous ne vous privez pas? Je ne me prive pas parce que quand je suis arrivé au Parti libéral en 1958, le Parti libéral était en pleine effervescence. La commission politique avec Gérard Lajoie, avec Marc Brière, avec plusieurs autres, Rosaire Beaulieu et d'autres, était très active. Et moi, j'ai toujours considéré qu'un parti politique a ça. Bien sûr, l'organisation est importante, même si je n'ai jamais eu d'affinité particulière avec l'organisation. Mais un parti politique, c'est aussi un endroit de débat, un endroit de pensée. Est-ce que vous avez participé aux campagnes référendaires? Je parle surtout celles de 80 et de 95. J'ai participé très activement à la campagne de 80. J'ai participé à plusieurs émissions de radio et j'ai participé à des assemblées sur le... Et un des grands remords, c'est d'avoir été aussi actif pour le non en 1980, au référendum de 1980. Pourquoi? Bien, d'abord, à cause de ce que M. Trudeau a fait du résultat, le rapatriement unilatéral que je trouve épouvantable et que je trouverai toujours épouvantable, le rapatriement unilatéral, avec l'amendement qui a affaibli, pour la première fois, le Québec a perdu des pouvoirs. On oublie trop souvent ça. De 1867 à 1980, on n'avait pas gagné. Bon, on avait gagné peut-être pas sur le plan constitutionnel, sur le plan du texte de la Constitution. On avait gagné avec M. Pearson, on avait gagné certaines choses dans les de dépôt. Mais on n'avait pas perdu sur le terme juridique, en termes juridiques. À partir en 80, on a perdu. Et deuxièmement, quand on regarde bien la question de 1980, votez oui. Êtes-vous d'accord pour que le Québec négocie la souveraineté d'association? Si on s'attarde, et ce fut là mon erreur, si on s'attarde au mot souveraineté, mais dans le contexte, ça voulait tout simplement, si le oui l'avait emporté, ça ne voulait pas dire la souveraineté du Québec le lendemain matin, ça voulait dire on pouvait être fédéraliste et voter oui. Évidemment, au grand détriment, ceux qui votaient oui passaient pour j'aurais passé pour séparatiste un peu plus, parce que déjà en 80, déjà quand j'étais ministre des Affaires culturelles, beaucoup de libéraux disaient Hardy, c'était un séparatiste caché. Et beaucoup plus tard, pendant les négociations sur Meach, par l'entremise d'un conseiller constitutionnel que je connais bien, j'ai appris que pendant que j'étais ministre des Affaires culturelles, ministre des Communications, mon nom était sur la liste il y avait une liste de crypto-séparatistes au Conseil privé à Ottawa. Et mon nom apparaissait sur cette liste de crypto-séparatistes. Parce que dès que vous étiez un peu nationaliste dans la conception Trudeau-chrétien, dans cette école de fédéralisme, dès que vous émettiez certaines réticences vis-à-vis le fédéralisme tel que pratiqué, vous étiez taxé de séparatiste. Êtes-vous revenu dans la campagne de 95? En 95, je n'ai pas participé du tout à la campagne.
Non. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'histoire, que vos commettants retiennent de votre carrière politique? Mais d'abord, qu'ils retiennent jusqu'ici, j'ai jamais eu de problème avec ceci, mais que ça continue même les années qu'il me reste à vivre, et même après ma mort, surtout pour ma famille. L'intégrité. J'ai toujours considéré que l'intégrité personnelle, c'est une chose absolument primordiale. L'honnêteté d'un homme politique, l'honnêteté de tout citoyen, et particulièrement d'un homme politique. Alors que l'on considère que l'on continue à considérer que j'étais intègre, et que l'on dise que j'ai fait mon possible. Je n'ai pas fait de grandes choses, des choses extraordinaires. Mon nom ne sera pas en première place dans les manuels d'histoire, mais qu'à mon échelle, que j'ai fait mon possible quand j'étais député, comme député. Quand je rencontre des gens qui se rappellent que en telle année, ça fait 25, 30, ça fait plus de 30 ans, vous m'avez rendu tel service. Moi, j'ai oublié, mais eux, évidemment, c'est le service qu'ils ont rendu. C'est très gratifiant. Et ce que j'ai fait comme ministre des Affaires culturelles, plus comme ministre des Affaires culturelles, à la Loi des cinémas ou dans le domaine du patrimoine, quand les gens me rappellent ça c'est très agréable. Mais vous continuez à vous intéresser aux arts, à la culture, même au parlementarisme? Oui, bien, à la culture, surtout au patrimoine. Je suis vice-président de la Fédération patrimoine et l'histoire. Je suis secrétaire depuis au-delà de 30 ans de la Société historique et généalogie des Mille-Îles. Je suis vice-président de la Fédération des sociétés d'histoire et je suis président du comité du patrimoine. Alors, à ce titre-là, je m'intéresse à l'histoire et au patrimoine. Je me suis intéressé très activement. Je suis toujours membre de l'Amicale des anciens parlementaires. J'ai été vice-président et président pendant 2 ans, vice-président avec Pierre de Bellefeuille, où nous avons organisé le colloque international sur le parlementarisme au 21e siècle, qui a eu un grand succès, pas médiatique. Dans les journaux et la radio et la télévision, on n'a à peu près pas parlé, mais nous avons eu, au point de vue contenu, les actes ont été publiés. Et nous avons eu des gens d'Europe, des Belges, des Français qui sont venus participer. C'est un colloque qui avait une envergure internationale. C'est passionnant, une carrière politique, enfin, celle que vous avez menée? Oh oui, il y a beaucoup de... C'est passionnant, il faut aimer ce genre de vie. Il y a beaucoup de vicissitudes, il y a beaucoup c'est dur parfois, c'est dur sur le plan familial, c'est dur sur le plan personnel, mais si on considère l'ensemble, oui, moi, je ne regrette pas la carrière politique, même si elle a été relativement courte. J'aurais aimé ça si elle avait été plus longue. Mais les gratifications que l'on a de travailler au mieux-être de la société dans laquelle on vit, à la promotion des valeurs auxquelles on croit, tout ça mis ensemble, une vie politique, en tout cas, ma vie politique, moi, au contraire de la regretter, malgré les défaites, malgré les difficultés, je trouve ça très positif. Merci beaucoup, M. Hardy.